Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la bénédiction, la grâce de Dieu de voir ce jour, de célébrer la vie et glorifier Dieu, Tatabe, Si, Loba, God, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Allah, Job. Appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le. Sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors, dites-vous donc que si vous êtes quelque chose, c'est grâce à Dieu. Alors, pour célébrer ce que vous êtes, célébrez avec l'autre. Parce que vous n'êtes rien sans l'autre. Et l'autre n'est rien sans vous. Il est vrai que parmi les autres, on trouve aussi des autres sataniques, démoniaques, comme celui dont nous allons parler encore une fois de plus ce matin. Mesdames, Messieurs, vous qui me découvrez, je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je suis Camerounais, de nationalité et d'origine. Pas encore pour le moment d'autres nationalités. Et même s'il y a d'autres nationalités, je reste Camerounais, de nationalité et d'origine. Alors, je vous parle ce matin à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons et de tous les membres adhérents, membres sympathisants de nos différents mouvements. Parce que le sujet pour lequel je vais vous entretenir ce matin est un sujet sérieux. Beaucoup de personnes en sont victimes et ça fait douter la justice camerounaise et de plus en plus. Ce matin, je voudrais très rapidement vous entretenir sur une autre victime du vrai faux contre-amiral Joseph Fouda qui joue à lui tout seul les deux rôles. Il joue le vrai rôle du contre-amiral et joue le vrai rôle du faux amiral. C'est terrible. Mais ce qui est intéressant avec vous ici, c'est que enregistrez toutes ces vidéos, gardez-les. Parce qu'elles vous seront utiles puisque les enquêtes sont en train de prendre d'autres mesures dans d'autres pays. Parce que pour démontrer comment est-ce que nous avons pu être depuis plus d'une trentaine d'années comme ça sous la botte d'un monsieur qui a poussé le président de la République à des pires erreurs que vous ne pouvez pas imaginer. Je m'étais toujours moi-même posé la question, comment un contre-amiral, conseiller de Paul Biya, c'est tout ce que les gens font au Cameroun en termes de sécurité, se retrouve chez lui et il doit faire la synthèse avec le président de la République. Comment se fait-il que dans ce pays-là, un militaire, et il y a autant d'insécurité au Cameroun, alors que le conseiller de Paul Biya n'est pas un civil qui a fait des études militaires, mais c'est un militaire, de surcroît, contre-amiral. Yes, pas n'importe quel militaire, nous dit-on contre-amiral. C'est-à-dire, c'est l'un des grades les plus élevés d'une armée. Général, à côté du président. Le pays vit dans un désordre organisé, des crimes, mais ce monsieur qui ne commande personne, qui n'a jamais commandé une mouche, est assis aux côtés du président, utilise son poste pour abuser et escroquer. Et il ne faut pas qu'on en parle. Dès que tu tentes d'en parler, tout de suite tu es exécuté. Je vous parle de ça parce que quand je parle, dès que tu tentes d'en parler, tout de suite tu es exécuté, en dehors du cas de Mbapou, qu'il reconnaît lui-même comme étant un escroc, qui travaillait pour le contre-amiral Fouda. Mais j'ai une vidéo que je vais rapidement partager avec vous, comme ça, en passant à la prochaine publication. Et dans cette vidéo-là, c'est un Mogo Belinga qui parle. À l'époque, nous avons plus prêté attention de ce que Mogo Belinga dit à la femme de Joseph Fouda. Mais, entre les lignes, bien exprimé, articulé, Mogo Belinga précise que il dit à la femme de Joseph Fouda que parmi les gens qui ont essayé de me tuer, ton mari, le contre-amiral, est parmi cette personne.
À la femme de Joseph Fouda, de lui dire, non, 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 mon mari n'est pas mis. Et, Amogo Belinga a répliqué, lui dit, ok, qui encore? Donc, tu veux dire que c'est Mbargangele? Vous savez, Amogo Belinga n'avait pas de filtre, hein, quand il veut dire quelque chose, il dit, j'ai tellement donné beaucoup d'argent à ce monsieur-là, il n'est même pas capable de dire merci. Quand il a perdu son enfant, je pense, il a donné 20 millions. Et un militaire est venu décharger. Il dit, cherchez-moi le nom de ce militaire qui est venu décharger là. Mais avec tout ça, ce monsieur-là va me tuer. Alors c'est passé inaperçu. Mais ce que vous devez noter dans cette parenthèse que je suis en train de faire, le comportement qu'Amogo Belinga a eu, c'est le même comportement que Parfait Mbapou a eu, c'est-à-dire enregistrer tout ce qu'ils ont fait ensemble. Enregistrer, vidéo, audio, documents, transfert, tout ça. Je ne veux pas vous dire que j'ai tout, mais je peux vous dire que j'ai 90% de ce qui s'est passé de cette affaire. Depuis pratiquement 2016, 17, 18, 19, 20, première affaire à la police, l'affaire Trinity, Défense Group. Ça, c'était notre sujet. Après ce sujet-ci, là, ce sera la prochaine publication sur cette affaire. Comment Mbapou s'est donc retrouvé avec le contre-amiral à la police. Quelle est l'affaire qui les divise? Le mauvais partage. Avant même que l'argent n'arrive, il fallait s'entendre au départ sur 17 milliards. Je reprends. 17 milliards. Trinity Defense Group va impliquer d'autres généraux, va impliquer des ministres, va impliquer pas mal d'autres personnes pour comprendre que cette affaire que vous voyez là, c'est une vaste escroquerie à l'échelle nationale et internationale. J'ai des documents. Vous connaissez votre fils de la République. Je ne parle jamais de rien quand je n'ai aucun papier. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire la profondeur de ce qui se passe. Donc, nous y reviendrons progressivement et que j'invite et les journalistes qui doivent apprendre le vrai travail des journalistes et les vrais journalistes à s'y intéresser et les enquêteurs camerounais, parce que ceux d'ici déjà vont recevoir tous ces documents avec tout ce qui va avec. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous savez, il y a un général rwandais ou un militaire rwandais qui a été arrêté tout récemment en Suisse. Ça a duré beaucoup d'années pour qu'il soit inculpé dans les crimes qu'il avait fait. Donc ici, on n'est pas précis. Les journalistes camerounais peuvent raconter toute leur vie. Nous allons et à la justice et progressivement dans les enquêtes. Ça arrivera. Et chacun aura sa petite dose le moment venu. On n'est pas pressé. J'ai vu aussi que Joseph Fouda a saisi TV5, je pense, hein, Afrique. C'est bien. C'est ce qui est très important. C'est qu'il faut qu'il multiplie des sorties comme ça nous intéresse. Et maintenant là, vous avez compris qu'avec TV5, l'angle de publication a aussi changé un peu. Mbapou n'est plus trop seul. L'angle est en train de s'élargir un peu. Il est proche des milieux sécuritaires. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. La vérité, c'est comme les fesses, on finit par s'asseoir avec. Maintenant, on commence à dire qu'il est proche des milieux sécuritaires. L'embouc qu'on appelle Joseph Fouda, s'il est très intelligent, il a omis il ne se rappelle même pas que quand on parle de proche des milieux sécuritaires, c'est en train de se rapprocher de lui-même dans son incompétence. C'est Mbapou Parfait est un escroc qui sévit depuis pratiquement plus de 10 ans sans être arrêté. Ça veut dire qu'il est trop fort. Et que les services de sécurité au Cameroun, tous les responsables des services de sécurité, y compris le conseiller spécial du président de la République, doivent être tous arrêtés et condamnés. Je rappelle que si Mbapou Parfait a réussi à opérer tout seul, ce qui est faux, déjà, pendant 10 ans, sans être interpellé, et que les caméras de la maison de cet enfant-là, qui a eu plus d'intelligence qu'un contre-amiral, plus d'intelligence que ce que le contre-amiral pense dans sa tête, les caméras de chez lui démontrent des colonels assis, en train de manger, des commandants, des hommes politiques du parti au pouvoir, des hommes politiques du RDPC, certaines personnalités de l'opposition, des hommes d'affaires, des fonctionnaires au cadre, des militaires de tout rang qui étaient chez lui.
Proche des milieux sécuritaires, c'est vrai. Porteur d'une arme, c'est vrai, il n'a pas volé, il n'a pas braqué. Ndongo aurait mieux fait de vous dire que ce monsieur-là aussi a l'autorisation de ce port d'arme-là. J'aime cette enquête, les gars. Je plains les journalistes camerounais. Minigbel Moani, vous avez beaucoup d'argent. Le mois arrivé, vous allez le dépenser un peu. Et ça va vous permettre de faire votre travail. Mais je vais le faire à votre place. Et chacun paiera le tarif qui lui sera imposé le moment venu. Donc, voilà un escroc au quartier avec sa bande qui opère avec un faux général. Mais le faux général donne les instructions au vrai général qui obéit aux instructions du faux général au quartier. Parce que tout ce que le faux général dit, c'est ce qui apparaît que dans les documents, c'est ce que le contre-amiral fait. Le faux général fait nommer des personnes. C'est confirmé par le haut. C'est ce que le président a exactement fait. Le faux général amène des marchés. Et Kennedy défend ce groupe. C'est le contre-amiral qui confirme. Le faux général ne connaît pas Samen, mais le vrai général le connaît. Parce que affaire Samen, ce n'est pas Mbapou qui amène Samen. Samen a traité directement avec une autre personne qu'on appelle Nkoro-chan, et qui sert aussi le même faux contre-amiral, mais dont l'argent est reçu par le vrai contre-amiral. Ouais, Nouma, qui es-tu? Je suis le fils de la République. Je pose une question, je réponds moi-même. Bon, bref, ces quelques 5 minutes là, c'était une parenthèse pour vous dire qu'il y a encore, c'est croustillant, c'est important. Là, l'équipe de Mbapou est en train de s'élargir. Là, on a ajouté qu'il est, proche des milieux sécuritaires, ce qui est très bon pour démontrer que Mbapou, qui est un escroc, comme lui-même il le dit, il est donc un escroc entouré des milieux sécuritaires. Ça commence à changer de donne. Dans ce milieu sécuritaire, le contre-amiral est donc le patron de ce milieu sécuritaire. C'est ce qu'il oublie. Parce que quand il va donner l'argent aux gens d'écrire n'importe quoi, il ne pense pas. Il pense que quand tu dis un truc comme ça, là, et puis on a dit c'est passé, tu as sali les personnes, tu as raconté ta vie, ça passe. Non, nous on récupère, on garde, on analyse. Ça vient nous rejoindre, ce que je vous dis ici depuis. Mbapou ne perd pas seul. Dans le Dieu que je vous ai fait voir, écouter l'autre jour, il explique, dit bien à ce monsieur-là, tu ne peux pas passer ton temps à nous envoyer aller escroquer de l'argent aux gens. Et toi tu prends, tu ne partages pas. Si tu n'avais donné seulement près de 20 millions seulement à Alain Kassi, mais il ne serait pas en train de parler. Personne n'aurait entendu cette affaire. N'est-ce pas? Lui, il est le patron du milieu sécuritaire. Lui qui est à la tête de cette affaire. Je vous assure, les gars, je n'ai jamais eu autant de preuves sur un dossier au Cameroun comme celui-ci. Quand je vous le dis, je vous raconte cette histoire-là, je sens que même mes papilles gustatives, nos salives, ça me donne de l'appétit de démonter des gens qui ont détruit le Cameroun pendant plus de 42 ans. Des imposteurs à l'état pur. Un général bandit. Un général escroc. Un contre-amiral incompétent, imposteur, bandit. Non, c'est grave. C'était une parenthèse. Alors, ce matin, très rapidement, je voudrais vous parler d'une autre victime de Ngakam. Une autre victime du contre-amiral Fouda. C'est une jeune dame. Son nom, Docteur Ngobo. Olive. Elle est mariée, elle est mère de plusieurs enfants, une intellectuelle qui est allée à l'école. Une Camerounaise qui n'a pas faim. Bien évidemment, elle aura autant de problèmes dans ce régime-là quand tu décides de ne pas porter de maladie. Tu décides, non. Moi, je suis quand même allé apprendre un peu quelque chose, à écrire mon nom pour servir les Camerounais. Donc, vraiment, j'ai un mari, j'ai des enfants, je ne veux pas passer ma vie à venir servir les fesses à des personnes alors que je suis venu ici à servir la République. Alors, dire non, ça peut facilement t'entraîner à des situations pas possibles. Dire oui, ça t'entraînera également par des situations pas possibles parce que tu auras certainement
des avancées dans ton travail, mais tu seras porteuse de toutes sortes de maladies et tu deviens alors le matelas de la République. Ngobo a choisi de capitaliser ce que son père lui a demandé d'aller faire. Son père était d'ailleurs un sous-officier aussi. Alors, le père du docteur Oliver Ngobo, parce que elle est d'une famille militaire, son papa était militaire aussi, un sous-officier, un très bon soldat, un très bon militaire, un très bon sous-officier, qui a d'ailleurs faisait partie des premiers contingents de Bakassi. Des gens qui ont décidé de se battre pour la sécurité de ce pays. Premier contingent de Bakassi, dans les années, si ma mémoire est bonne, 1997. Ngobo elle-même, elle est née un 16 avril 1985. Une fille qui a fait de bonnes études. Très bonnes études, comme chaque parent aimerait avoir un enfant qui a choisi la voie de l'école. Aller apprendre. Et elle a choisi non seulement au-delà d'aller apprendre, elle s'est aussi impliquée dans le domaine sécuritaire comme son propre père. Non seulement elle est dans le domaine sécuritaire, elle a aussi choisi le domaine de l'enseignement, dans la retransmission du savoir. Donc, avant de voyager, je suis allé prendre son CV aux Nations Unies. Parce qu'elle est au Cameroun, et elle travaille aujourd'hui pour les Nations Unies aussi. Travaillant pour le Cameroun, elle travaille aussi pour les Nations Unies. Alors je suis allé là-bas parce qu'il fallait saisir certaines organisations que nous avons, et nous sommes en train de saisir pour cette affaire également. Et j'ai demandé qu'on me donne son CV. Moi-même, j'étais très impressionné par le CV de notre compatriote qui m'a été remis par l'un de nos correspondants aux Nations Unies. Alors, il revient donc, cette fille a obtenu son BEPC, elle a un bac, elle a aussi obtenu un bachelor sciences politiques à l'université de Boya. Elle a obtenu aussi un master en relations internationales du côté de l'IRIC, un second master en sécurité intérieure, gestion des crises de défense nationale. Elle est en train de suivre les pas de son père. Et elle a fini donc par obtenir un PhD en relations internationales, stratégie et sécurité. Elle a fait aussi un petit tour, donc, comme je le disais tantôt, au niveau des Nations Unies. Après ce passage aux Nations Unies, elle revient donc du côté du Cameroun pour le projet Delta Alpha contre Boko Haram. Elle prend service là au ministère de la Défense dirigé par le ministre Joseph Betty Assom. Précisément, elle officie précisément à la division de la communication, DIFCOM, puis à la division de la coopération militaire, qu'ils ont appelé DIFCOP, et par la suite au service du protocole du ministre de la Défense, Betty Assom, au service du protocole MINEF, produit du protocole du ministère de la Défense. Par ailleurs, cette fille est aussi enseignante. Elle est aussi enseignante. En dehors d'avoir appris les stratégies et tout ce que ça comporte dans le domaine sécuritaire, elle est aussi enseignante. Enseignante d'anglais opérationnel et analyste stratégique au sein des académies des armées, notamment à l'école de guerre, ESIC, Air Force et l'école de l'état-major où elle dispense des cours obscurs. Donc cette fille travaille comme civile. Au sein des institutions militaires, elle enseigne, elle donne les cours, elle forme des militaires dans, ce que les institutions, les structures que je viens de vous citer tantôt. Elle quitte donc la défense en 2020 pour se retrouver donc maintenant à la présidence de la République du Cameroun. C'est là donc que notre affaire commence. Elle travaille à la présidence de la République du Cameroun et c'est à partir de cet instant-là maintenant, donc l'affaire Ngakam et du contre-amiral Fouda va donc naître ce jour dernier. Je vais donc vous raconter ce que nous avons recoupé entre-temps pendant qu'elle est incarcérée parmi les autres là-bas à la prison de Kondengue. Bien. Allons-y donc dans le vif du sujet. Que se passe-t-il avec le docteur Ngobo Olive dans cette affaire dont elle ne connaît pas tous les autres protagonistes, c'est-à-dire que on dit escroquerie en bande organisée. Elle ne connaît pas Mbapou, elle ne connaît pas les Kassi, elle ne connaît pas toutes les autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire, elle ne connaît pas Ngakam, elle ne connaît pas
la seule personne, l'une des personnes qui connaît même cette affaire, c'est celui-même qui l'a jeté en prison. C'est-à-dire que l'enquêteur Ndongo, qu'elle a formé, parce que Ndongo s'est assis devant elle, elle a donné des cours en Ndongo, et c'est le même Ndongo qui la jette en prison. Bon, il y a un autre volet dont je n'y reviens pas pour le moment, mais j'y reviendrai quand même parce que il est un peu profond. Mais ce qui nous intéresse, c'est le volet d'abord professionnel. Qu'est-ce qui amène le docteur Olive Ngobo en prison? Une fille qui a fait des études, une fille intelligente, une fille qui a une vie stable, une mère d'enfants et qui est mariée et qui travaille à la fonction publique et qui travaille même dans le milieu sécuritaire. Que fait-elle en prison? Qu'est-ce qui l'implique dans cette affaire? C'est ce que nous allons raconter. En fait, nous allons trouver un début de réponse dans cette publication avant d'aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui amène donc Ngobo et que se passe-t-il avec elle? Je vous ai présenté qui est Ngobo. Je vais donc maintenant vous présenter les acteurs avant d'aller dans le récit de la situation de Madame Docteur Olive Ngobo. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin. Et non. Alors, je vais donc ici déjà vous donner le nom de toutes, en fait, de quelques personnes qui constituent cette affaire. Nous allons commencer donc dans le cas de Ngobo, aussi, Docteur Olive, commencer par le contre-amiral lui-même, dans ce cas qu'elle ne connaît pas et qui n'a aucune plainte contre elle. Nous avons également le lieutenant-colonel Ndongo, qui l'a entendu et qui l'envoie en prison. Nous avons également un certain Hervé Maclin Kougem, qui est impliqué dans cette affaire. Nous avons réussi à retracer les conversations. Également, qui est impliqué dans cette affaire, vous allez comprendre son degré d'implication. Nous avons Monsieur Mbonjo, lui, Valentin, qui est aussi impliqué dans le cadre de ce qui concerne le docteur Olive Ngobo. Vous avez le substitut du procureur Arana. Vous avez le colonel Motogo. Vous avez également Jean Ngakam lui-même de Afriland First Bank qui est impliqué dans cette affaire. Donc, toutes les personnes, tout ce qui se passe là aujourd'hui, spécialement dans cette affaire, qui implique tout ce monde-là, passe par Ngakam et Atanganavam. Mais ces deux personnes-là, pour le moment, elles sont en liberté. Ces personnes qui impliquent les colonels, les officiers supérieurs, les civils, les fonctionnaires, les jeunes au quartier qu'on utilise, mais les personnes même qui sont à la base de cette affaire, ces personnes-là sont au quartier. On ne pose pas la question que, monsieur Ngakam, dont on parle toujours en milliards là, mais Mombe, toi tu donnes cet argent-là, tu le prends l'argent là où? Très bien, peut-être tu le travailles, tu le gagnes honnêtement. Très bien. Mais pourquoi donnes-tu autant d'argent? Dès qu'on prononce le nom de Ngakam quelque part, il faut tout de suite que tu sortes trouver une autorité pour te protéger. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Personne ne cherche encore, mais ne vous inquiétez pas. Nous cherchons. Vous allez être servi le moment venu. Parce que comme c'est une affaire internationale, on doit donc aussi impliquer des personnalités et des institutions, des structures à l'échelle internationale pour mener des enquêtes sur cette affaire, pour voir les ramifications qui vont dans des pays africains jusqu'aux États-Unis. Il va donc falloir que on démontre que il y a une filière aux États-Unis. Il y a des ramifications, il y a des branches, il y a des réseaux jusqu'aux États-Unis, jusqu'en France. Il faut qu'il y ait une vraie enquête va donc démontrer cela. Donc, je vais donc vous donner là quelques noms de cette affaire. Je n'ai pas tout donné, parce que plus l'affaire va évoluer, ça va encore s'élargir. Vous avez compris quand même avec TV5, on commence à parler que Mbapou est proche des côtés du milieu sécuritaire. Alors, ce milieu sécuritaire-là, c'est aussi un autre débat. Proche des milieux sécuritaires, quel milieu sécuritaire? Qui rencontre tout le milieu sécuritaire? Quels sont ceux avec qui il travaille au milieu sécuritaire? Ou alors, quels sont ceux qui l'ont escroqué au milieu sécuritaire? Qu'a-t-il fait avec le milieu sécuritaire? Quel est son rôle dans le milieu sécuritaire de la République du Cameroun? Et quel est son rôle aux côtés du vrai et du faux contre-amiral? Tout ça, c'est très important.
C'est une enquête qui sera longue, mais elle sera aussi courte parce que je suis en train de travailler pour vous. Pour que ce soit plus facile. Pour des gens qui font leur papato, comme diraient nos beaux-frères ivoiriens. Bien. Nous allons aller dans le sens du sujet. Ça commence quand? Qu'est-ce qui se passe en date du 19 juin 2024 avec le docteur Ngobo? Je vous raconte. Alors, en date du 19 juillet 2024, le docteur Olive Ngobo reçoit un coup de fil. Traçable. Nous avons fait nos recherches. Il est vrai que vous n'avez pas réussi à entrer dans son iPhone. Ça, c'est vrai, mais nous pouvons vous aider à envoyer ces communications. Ndongo, et puis le contre-amiral Fouda, et tous les autres enquêteurs, à la ramasse, qui sont incapables de faire leur travail. Nous pouvons retracer, nous avons retracé les communications que nous avons prélevées. Nous pouvons mettre à votre disposition et envoyer devant n'importe quel expert. Avec ce téléphone que vous n'avez pas réussi à ouvrir, nous pouvons donc vous être utiles. Notez bien cette date. Nous sommes là le 19 juillet 2024. Le docteur Olive Ngobo reçoit un coup de fil. Le téléphone sonne et décroche, numéro masqué. Surprise. Alors cette voix, dans ce téléphone, il y a une voix qui lui fait comprendre que voilà, nous avons déposé un document, une enveloppe, devant votre magasin, votre bureau. Parce que en dehors d'être fonctionnaire comme la majorité de nos compatriotes, elle a aussi sa petite boutique où elle se débrouille pour pouvoir arrondir les fins de mois. Elle reçoit donc ce coup de fil et se dit ok. Elle se rend là où on lui dit que le courrier a été déposé. Chacun d'entre vous interprétera. Moi, je vous donne là le rapport que j'ai. Et d'après nos investigations, je n'apporte ni aucun jugement. Je donne des éléments qui peuvent concourir à l'établissement de la vérité, à la manifestation de la vérité et à l'aboutissement d'une enquête crédible. Donc, si ces événements peuvent vous être utiles, même toi qui m'écoutes, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Tu as mon WhatsApp, tu as mon Twitter, tu as mon email. Je réponds au 001 551 666 1027. Donc, tous ces éléments-là doivent concourir à aider des enquêteurs paresseux et corrompus. Elle reçoit un coup de fil. On lui dit, madame, nous avons déposé dans votre bureau, au pied de votre porte, une enveloppe. Il faut récupérer cette enveloppe-là. Elle s'y rend à son bureau. Elle arrive, elle prend l'enveloppe. Elle ouvre dans l'enveloppe, elle se rend compte que bon, c'est beaucoup de papiers, des photos, et c'est à l'intérieur de cette enveloppe. Elle referme l'enveloppe, elle dépose l'enveloppe dans son bureau, elle la retourne. Quelques jours plus tard, elle prend donc connaissance de cette enveloppe pendant qu'elle est en train de préparer ses cours pour le trimestre à l'ONU. Elle jette donc un coup d'œil sur tout ce qui était à l'intérieur de cette enveloppe. Elle jette un coup d'œil, elle se retrouve que c'est toute une documentation qui décrit les activités mafieuses d'un certain Jean Gakam. Encore lui. Il y avait tellement de documents, des photos, des armes, un récit, des explications et des personnalités en photo, d'autres tenant, des outils qui explosent là. Des pompées qui explosent un peu partout. Il y a des photos, il y a des documents, il y a des récits. Et dans ces documents, on lui dit très bien que il faut qu'elle récupère ce document-là, qu'elle ait déposé ça au niveau du ministre de la Justice. Parce qu'il faut qu'une enquête soit... Donc, c'est en d'autres termes, c'est une dénonciation anonyme. Il faut qu'elle aille déposer ça là-bas. Pourquoi elle? Chacun se posera la question, mais au vu de son parcours, on se dit peut-être que elle, parce que elle travaille dans un milieu sécuritaire, et elle est proche des militaires, et qu'on se rend compte que voilà, elle est capable de déposer ce courrier-là rapidement, sans faire de vagues, pour cette dénonciation qui, entre autres, se présente comme étant une dénonciation anonyme. Alors, quand elle regarde dans le document, elle trouve que le document, la situation est grave, la dénonciation est grave au vu des faits relatés à l'intérieur. Elle décide donc de rentrer en contact avec une personne qu'elle connaît, qu'elle a rencontré comme ça, un certain Hervé Maclin Kouken. Et tu me voilà. C'est une connaissance qui a travaillé à Afilan First Bank, il a été, d'après nos recherches, chargé des ressources humaines, DRH là-bas. Elle entre donc en contact avec ce monsieur-là.
Les conversations sont traçables. De par son téléphone, nous avons réussi à obtenir ces échanges-là. Je vous parle. Ce qui est intéressant parce que quand tu veux faire un truc de ce genre-là, il faut que tu aies des éléments précis qui peuvent confronter chacun. Oui, monsieur. Cet acteur-là, vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Plus l'affaire s'élargit, il y a les acteurs qui rentrent en jeu. Hervé Maclin. Kougem, c'est lui. Prochainement, je vais mettre sa photo parce qu'aujourd'hui, là, comme tout ce monde-là, d'ailleurs comme Olive, que je considère pour moi comme nous sommes dans la présomption d'innocence. You know, je préfère ne pas encore présenter des photos ici, il ne faut pas faire comme les autres parce que ça peut y prêter à confusion. Donc, ni Hervé Maclin, pour le moment, je ne vous présente pas sa photo, nous avons eu une bonne petite poignée. Il s'appelle Koukem, qui a travaillé avec Afriland First Bank pendant plusieurs années en tant que DRH. Madame Docteur Ngobo, Olive, entre donc en contact avec ce monsieur, lui posant la question que, mais mon cher, toi qui as travaillé à Afriland First Bank là, est-ce que le nom de certains Jean Gakam te dit quelque chose? Mais, monsieur Hervé Maclin, Ngoukem dit, mais comment? Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas un ami. C'est mon père, c'est lui qui m'a encadré quand je suis arrivé à Afriland First Bank. Donc ce n'est pas quelqu'un que ce n'est pas quelqu'un que je croise au quartier. Elle enchaîne alors en lui disant que j'ai un dossier ici que je trouve être un dossier très sérieux le concernant. Mais vraiment, les accusations sont assez graves. You know? Parce qu'une affaire comme celle-ci, je pense que si ça se retrouve à l'échelle internationale, avec tout ce qui se retrouve à l'intérieur, ce monsieur peut facilement dépenser plusieurs milliards auprès des avocats. Parce qu'à l'international, vraiment, des affaires comme ça, là, les hommes d'affaires sont tombés en casquant beaucoup d'argent auprès des avocats. C'est une affaire très, très sérieuse. C'est une conversation privée entre deux personnes. Il faut bien que je comprenne qu'est-ce qui se passe avec ce type. Moi, je me retrouve avec des documents comme ça, là, il faut bien comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Qui est ce type même exactement? L'autre lui dit, mais non, attention. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon camarade, c'est mon père, monsieur Jean Gakam. Quand j'arrive à Afriland First Bank, c'est lui qui m'accueille, c'est lui qui me reçoit, c'est lui qui m'encadre. Ben, il faut donc que je rentre très rapidement en contact avec lui pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question, quitte à te rencontrer, pour qu'il voit de quoi est-ce qu'il est question, pour qu'il comprenne, qu'on voit ensemble qu'est-ce qui se passe au juste. Voilà leurs échanges entre Docteur Ngobo, Olive et monsieur Hervé Maclin Koukem. Alors, monsieur Hervé Maclin Koukem va rencontrer son père Jean Gakam, lui explique que voilà, il y a une dame qui a des documents, il va falloir que tu prennes connaissance de ces documents et comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Peut-être Maclin Koukem le dit comme ça naïvement, oh, monsieur, voilà. Il faut que tu prennes quand même contact avec cette dame pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Ngakam, qui est sur le qui-vive, c'est-à-dire que tout de suite ça lui dresse les poils comme le hérisson. Prends rendez-vous pour rencontrer cette dame. La dame, elle attend le rendez-vous. Donc, docteur Ngobo. Mais Ngakam ne viendra pas au rendez-vous. Mais que fait Ngakam? Ngakam court plutôt au CED. Aller rencontrer un capitaine. Un autre capitaine rentre donc en jeu. Encore. Un certain Bissé. Bissé qui est le beau-neveu de Galaxy Toga. Et qui est aussi son SP. Le SP de Galaxy Toga. Vous voyez que dans ce pays-là, on travaille, d'autres travaillent avec leurs femmes, leurs enfants, comme Kaveh Gedjibril, c'est toute sa famille. Et donc, Galaxy Toga, c'est la famille de sa femme et sa famille lui-même. C'est-à-dire que la République est gérée. Vous voyez donc que la défense, c'est un biti, gendarmerie, c'est un biti, Serlin, c'est un biti, l'enquêteur, c'est un biti, l'homme même qui est plaignant, c'est un biti. Le seul Mougou à l'intérieur ici qui tourne partout, qui est comme une prostituée, qui donne l'argent partout, c'est Ngakam. À 90% ou 99%, la plupart qui sont dans cette affaire sont les biti. Les autres 1% sont des gens comme les Ngobo et quelques-uns, les Ngakam. Voilà donc que le monsieur se retrouve donc à la gendarmerie, chez Galaxy Toga, plus précisément
chez son SP, monsieur Bisset. Alors quand il se retrouve donc chez le capitaine Bisset, il raconte son affaire. Le capitaine Bisset, Ndongo, rentre donc en contact. C'est-à-dire là, il faut protéger, parce qu'il faut bien comprendre ce qui ne va pas. Alors, il y a un autre scénario qui rentre en jeu. On ne cherche pas à entrer en contact avec Madame Ngobo. Pour dire voilà, bon, il y a quelqu'un qui est venu se plaindre. Il y a une plainte ici contre vous. Monsieur Ngakam ne rentre pas en contact avec Madame Ngobo pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Mais ils sont tellement au courant que cette dame-là, Ngakam a été contactée par une dame à la présidence. Elle détient un certain nombre de documents en sa possession. Alors, l'action du capitaine Bisset et l'action du lieutenant-colonel Ndongo n'est pas de chercher à comprendre quoi que ce soit. C'est rentrer rapidement en possession des documents pour continuer, d'après mon interprétation, à faire chanter Ngakam. Donc, il ne faut pas que quelqu'un d'autre rentre en jeu. S'il y a quelqu'un qui a des dossiers concernant cette affaire, il ne faut pas que cette personne rentre en jeu. Ngakam, c'est leur produit, c'est leur bébé, c'est leur prostituée, c'est leur mougou. Personne ne doit rentrer en possession de ce qui concerne le mougou. Alors, rentre donc directement en action une autre opération qui veut qu'il faut rapidement mettre la main, kidnapper cette femme pour récupérer ces dossiers-là. Entre-temps, il n'y a aucun motif sur cette fille. Pendant que cette opération se passe, elle a eu un document, elle s'est dit voilà, on m'a déposé ça devant ma porte. Je veux comprendre. Paniquée, elle appelle quelqu'un qu'elle connaît. Est-ce que tu connais cet Ngakam? La personne lui dit oui, mais comment? Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas un frère, c'est mon papa. C'est lui qui m'a fait de moi ce que je suis quand je suis arrivé à Freedom First Bank. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des documents concernant ici, c'est vraiment compromettant. C'est genre d'affaires, parce que si ça va aller au tribunal, même comme ça concerne les trucs à l'international, il peut payer beaucoup trop cher auprès des avocats. Monsieur Hervé Macklin se précipite aussi. Macklin Koukem contacte aussi son père. Macklin, certainement, il ne sait même pas ce qui se passe en dehors du fait qu'il a travaillé là-bas. Peut-être qu'il connaît ce qui se passe à la Freedom First Bank, mais il ne sait pas qu'il y a un problème lourd. Donc, certaines personnes sont en prison. Ce problème-là est en train de venir comme ça vers lui-même sans se rendre compte. Lui aussi, il va voir son père. Il dit à son père, le père Ngakam, ah papa, Momba, la situation que tu vois ici, ma plan, ma calcul, elle est très très dangereuse. Non, essayons un peu de voir comment tu peux rencontrer cette femme et parler avec elle, voir. Dans tout ça, personne ne cherche à voir les documents que la fille a. Tout de suite, on a établi un motif. Ils partent donc, je récapitule ici, hein, toi qui n'as pas suivi au départ. Ils partent donc maintenant au CED. Au CED là-bas, ils rencontrent un capitaine. Son nom, Bisset. Qui est Bisset? Il est le beau neveu de Galaxy Toga. Son beau-frère ou whatever. Il est capitaine. En même temps, il est son SP. C'est lui qui gère donc le dossier. Il rentre donc en contact avec Ndongo. Ndongo connaît cette fille qu'on appelle Docteur Ngobo. Parce que Docteur Ngobo a enseigné Ndongo, qui est aujourd'hui lieutenant-colonel. Il s'est assis comme ça, le Docteur Ngobo lui a donné des cours. Bon, la suite, nous y reviendrons passant par Cassia et tout ça. Par Cassia. Bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça, c'est le privé. Nous y reviendrons plus tard. J'aime ce dossier. Laisse-moi boire un peu d'eau. J'adore ce sujet. Il est jouissif. Je n'ai jamais, mais alors jamais, au grand jamais, eu un dossier qui est autant menu. Donc, je connais les articulations. Et chaque jour, ça s'élargit. Ndongo et Bisset décident donc de mettre une autre opération maintenant pour kidnapper cette femme, pour prendre le dossier. Mais entre-temps, la fille n'a plus le dossier. Elle a donc décidé de suivre les indications qui lui ont été données dans le dossier, d'aller le déposer au ministère de la Justice. Elle est allée déposer le dossier là-bas au ministère de la Justice chez un ennemi du système mafieux. Parce que chaque fois qu'un dossier tombe chez Laurent Esso, lui, il est un ennemi de tout le monde là. C'est-à-dire que la mafia parallèle, Laurent Esso, lui, il est du côté des billards. Donc, tous ces gens-là sont, quand un dossier tombe chez Laurent Esso, chacun se retire, dit que non, là-bas, c'est le bambefeu là-bas. Parce que Laurent Esso, vraiment, lui, il n'a pas d'amis, bien qu'il soit le patron de la justice et qui a aussi, mais il y a la mafia qui met les bâtons dans les roues. Elle dépose le dossier là-bas et continue son bonhomme de chemin. Mais ici en bas, elle ne sait pas qu'il y a déjà une cabale qui est mise sur pied. Il faut l'arrêter, arrêter cette fille du docteur, Olive Ngobo. Rapidement. Je vais préciser quelque chose que je n'ai pas précisé en passant que elle avait pris rendez-vous, le rendez-vous que M. Ngakam n'a pas honoré, c'était le 29 juillet 2024. M. Ngakam
n'est pas venu. C'est donc après ça maintenant qu'elle est allée déposer ces dossiers. Voilà. Comme ce monsieur ne s'est pas présenté, peut-être pour monter un coup, moi-même pour venir, je ne sais pas ce qui peut arriver. Je m'avais déposé le dossier, elle est allée déposer le dossier le 30 juillet 2024 et dépose donc le dossier chez Laurent Esso. Le document qu'elle a, on dépose ça chez Laurent Esso. Dans un pays normal, les gens font une jonction d'enquête. La femme vous dit que j'ai déposé un dossier. On récupère ce dossier-là, on l'amène voir Laurent Esso, on enquête, on essaie un peu de voir si sa version est réelle, si elle raconte tout et n'importe quoi. Vous allez là-bas voir passer, c'est un dossier de sécurité de l'État et qui implique le Cameroun, à l'international également, une bande de mafieux qui il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Personne ne prend soin de chercher quoi que ce soit. Tout ce qui les intéresse, c'est d'arrêter rapidement cette fille. Alors, il faut donc mettre un stratagème sur pied. Le 29 juillet, il n'y a pas eu rendez-vous. Le 30 juillet, elle décide donc de déposer ce dossier-là chez Laurent Esso. Elle a donc déposé le dossier le 30 juillet. Le 31 juillet, elle est arrêtée par le lieutenant-colonel Ndongo avec un faux mandat d'arrêt. Je précise que le mandat d'arrêt est faux. Le mandat d'arrêt est faux, pourquoi? Parce que quand on l'interpelle avec un motif autre qui n'a rien à voir avec la Ngaka. Dans le mandat d'arrêt qui est signé, elle n'a pas eu de convocation, elle n'a pas eu, elle n'a été entendue nulle part. On va l'arrêter, manu militare. Bap! On la prend. Ces gens-là l'amènent. Sans toute autre forme de procédure. Avec un mandat d'arrêt qui n'a rien à voir avec l'affaire Ngaka. Le mandat d'arrêt a à voir avec une affaire qui concerne monsieur Mbonjo. On arrête donc le 31 juillet 2024. Le lieutenant-colonel Ndongo arrête donc le docteur Ngabo sous un faux prétexte avec un mandat d'arrêt signé du procureur du tribunal de Kounou. C'est le procureur Ahana. Sur une affaire, pour une affaire d'argent concernant le docteur Ngabo et un capitaine de vaisseau Mbonjo Louis Valentin. Vous voyez donc que ça s'élargit. Ça nous a amené à aller chercher qui est Mbonjo Louis Valentin. Voilà comment on arrête le docteur Ngabo. Parce que quand on met les gens en prison, on vient les jeter comme ça à la vindicte populaire, on raconte une histoire, il faut qu'on dise des vérités aux Camerounais. On veut noyer une véritable affaire, mais on vous fait croire autre chose. Imaginez-vous que au Cameroun, personne ne peut vous donner la version que je vous donne là. Et c'est une version qui sera partout. Les enquêtes que je suis en train de mettre à votre disposition vont être données, comme ça a été aux États-Unis avec l'affaire Ngoubene. Les autres institutions vont mener une enquête. Je leur donne là un complément d'information qui va servir. Pourquoi le docteur Ngabo a été arrêté? Si elle est complice de ce qui se passe, il faut qu'elle soit condamnée. Moi, je ne vous décris là qu'une situation et comment ça s'est passé. Je ne suis ni juge, mais je peux encore faire une enquête dans le cadre privé. Et j'expose à votre niveau. Jusqu'à preuve de contraire, elle n'a aucun lien avec l'affaire du contre-amiral. Mais c'est dans l'affaire du contre-amiral qu'on l'arrête. Vous allez comprendre pourquoi le contre-amiral est impliqué et qu'elle ne connaît pas ni Parfait Bapou, ni Alain Ekassi, ni les autres, elle ne connaît personne. Mais elle est impliquée dans la même affaire. Vous allez comprendre. Le 31 juillet donc, elle est arrêtée par le lieutenant-colonel Ndongo avec un faux mandat d'arrêt, lui opposant là une affaire d'argent contre un certain capitaine de vaisseau Mbonjo, le capitaine de vaisseau Mbonjo Louis Valentin. J'ai cherché à savoir qui est Mbonjo Louis Valentin, qui est un militaire lui aussi. Mbonjo Louis Valentin est un marin, directeur adjoint de la division des affaires administratives et réglementaires du ministère de la Défense. On appelle là-bas DAR ou MINDEF. Qui est Mbonjo Louis Valentin? Mbonjo Louis Valentin est un marin. C'est un militaire marin qui travaille au ministère de la Défense. Il est directeur adjoint de la division des affaires administratives et réglementaires du ministère de la Défense qu'on appelle DAR. C'est là-bas qu'il travaille. Voilà qui est Monsieur Mbonjo Valentin. Louis Valentin. Nous allons y revenir dans ses activités. Lui aussi, il est un spécialiste. C'est quelqu'un qui... nous sommes allés filmer sa maison. Il a aussi une maison Mami Wata. Waouh! Comme la plupart des colonels qui gèrent l'argent.
il est dans l'usure, il est dans pas mal de choses. Nous sommes allés filmer. Nous allons revenir sur son cas par la suite. Je vous ai dit que cette affaire va embarquer des gens que vous ne pouvez même pas imaginer. Monsieur Mbonjo Louis Valentin, d'après nos recherches, avait eu un problème avec cette dame, qui avait été réglé depuis. Ça n'a rien à voir. Ça a été réglé depuis entre eux. On a donc ramené un faux, mandat d'arrêt impliquant une affaire entre deux personnes qui se connaissent au quartier, qui a été réglée, qui n'a rien à voir avec ni l'affaire Ngakam, ni avec l'affaire du contre-amiral Joseph Fouda. Ça n'a rien à voir. Donc, nous évacuons déjà Monsieur Mbonjo Louis Valentin. Moi, j'y reviendrai dans son cas plus tard parce que il est parmi les personnes qui gèrent beaucoup d'argent, qui trafiquent, qui font dans le business avec l'argent de l'État, qui construisent des maisons. Waouh, en tant que militaire, il va nous expliquer ça le moment venu. Je mets donc d'abord de côté Monsieur Mbonjo Louis Valentin. Poursuivons. Alors, cette dame se retrouve au groupement à 11h. On la prend, elle se retrouve là-bas à 11h du matin. Elle est reçue par Ndongo aux environs de 23h, 23h30. Mais c'est là où Ndongo, le colonel Ndongo lui fait comprendre que non, ce n'est pas un problème de... ce n'est pas un problème avec monsieur Ina, avec le capitaine de vaisseau Mbonjo Louis Valentin. Non, on a seulement utilisé ce prétexte-là pour l'arrêter. Avec un mandat, vous allez arrêter quelqu'un avec un faux prétexte. Une personne dont vous avez, qui travaille dans la fonction publique, dont vous avez l'adresse, qui enseigne les militaires, donc vous pouvez contacter à tout moment. Vous allez arrêter cette personne avec un faux motif qui n'a rien à voir avec ce pourquoi vous la recherchez. Et c'est arrivé ici que vous lui dites que voilà, on t'a plutôt, c'est parce que tu es impliqué dans telle chose. L'affaire Ngakam, je ne connais pas Ngakam. Affaire le contre-amiral, escroquerie en bande organisée, je ne connais pas le contre-amiral. Non, ce n'est plus que l'affaire du contre-amiral, c'est plutôt que voilà, tu connais les mouvements de monsieur Motogo. Bon, en fait, à la fin, quel est votre problème? De quoi parlez-vous? Vous m'avez interpellé pour me parler d'un problème avec monsieur le capitaine de vaisseau Mbonjo Louis Valentin. Je n'ai aucun problème avec Mbonjo Louis Valentin. Vous me parlez d'un problème avec le contre-amiral Joseph Fouda. Je n'ai aucun problème avec le contre-amiral Joseph Fouda. Vous me parlez maintenant d'un problème de Ngakam. Je n'ai jamais rencontré Ngakam. Je n'ai jamais rencontré Ngakam. Confrontation, boum. Est-ce que Mbapou, vous connaissez? Non, on ne connaît pas cette dame. Je n'ai jamais vu cette dame. Madame Docteur Ngobo, est-ce que vous connaissez? Personne ne la connaît dans cette affaire. Mais elle est impliquée dans cette affaire. Très bien. Alors, question. Si cette femme, elle est donc impliquée dans cette affaire d'escroquerie, que fait-elle au tribunal militaire? Elle est impliquée dans une affaire d'escroquerie. Que fait-elle au tribunal militaire? Alors, si c'est une escroquerie, si c'est un problème civil, bon, vous l'envoyez au tribunal qui est compétent, à Ikounou, je ne sais pas comment fonctionnent ces institutions au Cameroun, vous l'envoyez là-bas. Bon, nous comprenons aussi que le tribunal militaire est devenu un endroit où il faut régler des comptes. Tu as un problème de divorce. Ta femme t'a trompé. Tu vas au tribunal militaire. Tu as attrapé le chien de ton voisin en train de faire l'amour avec ton chien. Tu vas au tribunal militaire. Quelqu'un te doit de l'argent. Va au tribunal militaire. Les oiseaux sont en train de lutter à Guadjaladjala. C'est le tribunal militaire camerounais. Non, le tribunal militaire camerounais est devenu un endroit où on règle toutes sortes de choses, sauf les problèmes sérieux. Elle se retrouve donc là-bas, au tribunal militaire. Tout ce que je vous ai dit là, tout ce qui est dit à l'intérieur, elle n'est en rien concernée. On lui sort donc une autre touche. Oui, il faut que tu nous parles de Motogo. Motogo, un autre colonel, l'ami d'enfance du contre-amiral Fouda, qui est aussi enseignant. Je vous ai dit que Motogo, c'est l'un des militaires qui devait même porter général dans ce pays-là. Comme au Cameroun, on récompense que les imposteurs, Motogo a pris sa retraite et il est parti. On a donc des gens comme les Fouda qui vivent de l'esbrouf, de l'escroquerie, du vol, du mensonge, de la manipulation au quartier. On dit donc à cette fille-là que non, il faut qu'elle explique les positions, les activités de Motogo.
Mais avez-vous monté une enquête sur Motogo? Avez-vous convoqué Motogo? Que reprochez-vous à Motogo? Motogo a-t-il un problème? Motogo est-il recherché? Si oui, Motogo enseigne ici tous les jours. Pourquoi n'avez-vous pas cherché Motogo lui-même? Motogo a une femme. Pourquoi ne posez-vous pas de questions à la femme de Motogo? Motogo a un domicile. Pourquoi n'allez-vous pas chercher Motogo chez lui? Quel est le véritable problème? Quel est le véritable problème qui fait maintenir Madame Ngobo en prison? Cette femme travaille pour les Nations Unies, comme je vous ai dit. D'ailleurs, le téléphone qu'elle utilise, c'est les téléphones qui ont été donnés par les Nations Unies dans le cadre de ses activités. On la prend, on la met en prison. Comme ça. C'est-à-dire qu'au Cameroun, aujourd'hui, tout le monde peut te prendre, on te jette en prison. C'est normal. Personne ne peut poser la question que, mais cette personne que vous jetez en prison, qui travaille, qui est fonctionnaire, vous la jetez en prison pourquoi? Quelles sont les raisons? Quelle est la cause? J'ai d'ailleurs vu, pendant que je regardais... Il y a un militaire aussi, pendant que nous étions en train de travailler sur ce sujet, qui m'appelle, qui me dit, Frangin, vraiment, j'avoue que je salue ton courage. Mais il y a quelque chose qui m'a, moi-même, ici, sidéré. Je dis, qu'est-ce qui se passe, camarade? Il me dit, mais, est-ce que tu sais que il y a un gars en prison dans l'affaire Martinez Zogo? Le gars ne connaît ni Martinez Zogo, ni Maxime Eko, ni Justin Daoui. Le gars est un loueur de véhicules au quartier, à Douala. Donc, les gens arrivent dans son magasin, dans sa structure, louent les véhicules. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire avec le véhicule. Lui, il est un loueur de véhicules, il ne les connaît pas. Mais ce monsieur est en prison. C'est comme tu peux prendre l'avion à Douala pour aller en France et tu vas commettre un crime là-bas en France. On arrête Air France. On dit non, Air France t'a porté. Est-ce que Air France savait que tu allais voler? Non. Tu travailles avec Air France? Non plus. Tu lui as dit que tu partais braquer ou viens ou tuer quelqu'un? Non. Mais on t'arrête. On a donc arrêté un Camerounais. Il est en prison. Dans l'affaire Martinez Zogo. Ça, c'est en passant. C'est un autre militaire qui me dit ça. Il me dit que, mais, franchement, tu ne sais même pas les abus qu'il y a dans ce pays. Ce pays ne marche même pas sur la tête. On ne sait même pas si ce pays a une tête. Des abus tellement flagrants que tu te poses la question comment les gens font pour en arriver là alors qu'ils ont des enfants. Ils peuvent se retrouver dans le même cas de figure demain. Comment peux-tu expliquer un tel comportement? Je lui dis, c'est un comportement qui s'explique. C'est l'imposture quand on a pris des gens. Tout simplement parce qu'on a élevé un autre barème. On a donné un autre barème à l'évolution de la sanction sociale qui n'a rien à voir avec le savoir, avec la méritocratie. Maintenant au Cameroun, pour évoluer, c'est la nustocratie, c'est les fianfions man qui se défendent sur le derrière, c'est les papa, c'est le satanisme, c'est les réseaux, c'est le tribalisme. Comme tu vois là, je lui ai dit, mais voilà l'exemple, c'est là devant toi, ça se passe là. Le ministre de la Défense, c'est un bêtis. On n'entend pas beaucoup dans ces choses-là. On ne sait pas quel sera son degré d'implication aussi, tôt ou tard. Je n'en sais trop rien. Moi, je ne vous donne ici que des éléments. Le ministre, parce que ça se passe chez lui, c'est lui le patron du tribunal militaire. Vous avez à la gendarmerie un bêtis. Vous avez dans le secrétariat toujours les bêtis. Mais quand ils ne sont pas bêtis, ils sont dans le club de bêtisiers. Vous avez un certain Bissé. Vous avez un certain Dongo. Vous avez un certain Moutoulou. Ou bien Otoulou. Vous avez le contre-amiral lui-même. Vous avez des personnalités qui sont impliquées dans cette affaire. À 99% sont des bêtis. Bon, ok. Soyez même à 100% des bêtis. Ce n'est pas un problème. Mais si vous faisiez au moins le travail qui mérite d'être fait, on dira que, mais comment? Quand Paul Bien-Aimé était au pouvoir, mais les bêtis étaient partout. Mais nous étions en sécurité. Je vous t'assure que quand tu n'avais pas besoin de payer 100 000 ou 200 000 à quelqu'un, à la gendarmerie, pour qu'on aille
donner une convocation à une personne. Mais ça ne peut pas être le cas. Les régulateurs du crime, de la corruption, de la malgouvernance constituent cette agence, cette ceinture sécurocrate. Les bêtis. Voilà une femme qu'on prend, jette en prison. Elle a une fonction, elle a une position, elle a un foyer, elle travaille dans la fonction publique, elle enseigne des militaires. Donc, ce n'est pas parce qu'elle enseigne des militaires, c'est pas parce qu'elle est fonctionnaire qu'elle ne peut pas commettre un délit, qu'elle ne peut pas être condamnée. La preuve en est qu'il y a des ministres en prison, il y a des colonels en prison. Mais si vous êtes une justice normale, vous êtes une justice sérieuse, mais faites des choses dans les normes. Vous pouvez même arriver au tribunal, on vous dit, mais monsieur, mais il y a des vices de forme. Ces gens-là doivent être dehors. Ça vous discrédite. Le procureur a besoin de recevoir une enquête déjà bien montée, bien travaillée, qui va lui permettre maintenant de discerner le pour et le contre, qui dit vrai, qui dit faux, et qu'il investigue avec ce juge d'instruction pour enfin mener un jugement. Mais quand vous amenez déjà des dossiers truffés, de fautes, de procédures, de vices de forme, mais ce n'est plus des interpellations, normales. C'est des séquestrations, abus de pouvoir, séquestration, faux et usage de faux, que vous êtes en train de faire. Si quelqu'un a posé un acte au Cameroun, qu'il soit président, qu'il soit ministre, la preuve son plein en prison, qu'il soit directeur général, qu'il soit un homme en tenue, doit être poursuivi et condamné. Mais faites des choses dans les normes. Comment vous êtes obligé de mentir sur quelqu'un pour lequel vous avez une adresse? Tout ça, on parle de Ngakam. Qui est Ngakam? Encore. Qui est Ngakam? Moi, j'ai reçu des courriers ici où on me demande de publier sur des personnes, d'écrire sur des gens. On me dit qu'il faut écrire sur le monsieur qu'on appelle Kemouni. Il faut publier sur Kemouni. J'ai dit à la personne que moi, je vis dans un pays de droit. Si je publie quelque chose sur Kemouni, c'est Pokam, Kemouni, c'est Fokam, je ne sais pas comment s'appelle ce type, compatriote, et que je n'ai pas d'éléments, et que demain je suis face à une plainte, comment je vais justifier cela? Je ne peux pas écrire des choses comme ça. On m'avait fait une longue note. Mais ces gens avec lesquels les Ngakam travaillent, ils savent ce qu'ils font ensemble. Pourquoi impliquer tout le monde et détruire les vies des personnes? Même Ngakam lui-même n'est plus en sécurité. À un certain moment, ces gens-là vont le buter pour que la vérité ne soit pas sûre. Puisque à la gendarmerie, les Mengwem sont impliqués. Les Otoulou sont impliqués. Les Ndongo sont impliqués. Atanganavom sont impliqués. Les Bissé sont impliqués. Le contre-amiral est impliqué. Toutes ces personnes-là sont impliquées dans une affaire et la personne même qui est là, il n'y a jamais de confrontation. Pourquoi donnes-tu autant d'argent? Qui connais-tu dans ce milieu? Que se passe-t-il? Qui es-tu? Que travailles-tu? C'est toujours l'argent de la banque que tu travailles, tu distribues, ou c'est un argent monacon, l'argent de la sorcellerie? C'est l'argent du carburant. Vous vendez les armes, vous trafiquez l'or, vous vendez le bois, vous faites dans l'usure, vous coupez le papier, vous êtes dans le terrorisme, vous êtes dans quoi exactement? Que se passe-t-il? Qui est Jean Ngakam? Avec qui travaille-t-il? Pour qui travaille-t-il? Depuis combien de temps travaille-t-il? Pourquoi donne-t-il autant d'argent à des personnes? Toutes ces questions-là doivent habiter un enquêteur lambda. Un enquêteur lambda. C'est une enquête qui doit être menée même sans attirer l'attention de quelqu'un. Ça peut durer 20 mois d'enquête. Ça peut faire 36 mois. Ça peut faire 10 ans. Le jour où tu vois le FBI devant ta porte, tac, 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 qu'ils ont cogné, sache qu'ils ont pris un minimum 5 ans. Dès que tu vois ces gens-là signer là derrière la FBI devant ta porte, ça veut dire qu'ils ont au moins 5 ans d'enquête. Il doit y avoir des flagrants qu'il faut que, des trucs comme des cas de terrorisme, qu'il faut impliquer tout de suite des structures. Mais ils prennent le temps d'enquêter. Alors on se rend compte que dans cette affaire qui concerne Ngakam, le Mbapou, la Lekassi, le Ngabo, on veut noyer un véritable problème. Ou plusieurs problèmes, en jetant les enfants en prison pour les faire taire. Et c'est ce problème-là que nous allons démonter. Donc, parmi ces problèmes-là, il y a le problème d'escroquerie. Géré et mené par un homme. Joseph Fouda, contre-amiral. Ça, c'est bien.
L'autre problème, c'est l'affaire Ngakam. Qui est Ngakam? Pourquoi protège-t-on autant Ngakam? Qu'est-ce que Ngakam travaille avec Evinando à la présidence? Quel est le lien de Ngakam avec Evinando à la présidence? Evinando travaille à la présidence et l'adjoint de Aïvo. Comment se connaissent-ils? Quel est leur lien? Quand on parle de milieu sécuritaire, Ngakam est dans tous les milieux sécuritaires. Pourquoi cherche toujours-t-il la protection? Qui a amené Ngakam au palais? Qui a amené Ngakam dans ce milieu-là? Cette personne-là est décédée. J'y reviendrai aussi sur cette personne-là. Moi, je prends le temps d'enquêter, les gars. Je prends le temps d'investiguer. Celui qui amène Ngakam dans ce milieu-là et qui l'introduit et qui le met en contact avec des personnes, c'est d'abord une personne qui s'appelle Ernest Boutchouan, qui était le beau-père de Chantal Biya. Qui est Chantal Biya? C'est l'épouse du président de la République. Ernest Boutchouan était le mari de la mère de Chantal Biya. C'est Ernest Boutchouan qui amène donc monsieur Ngakam. C'est Ernest Boutchouan qui aide monsieur Ngakam à obtenir des documents pour sa microfinance à Yaoundé. Donc je vous en parlerai très prochainement. Donc c'est à partir d'Ernest Boutchouan que Savant Martin, qui est en prison, entre en contact avec le monsieur qu'on appelle Jean Ngakam. La naissance donc de l'intégration de Jean Ngakam dans le milieu politique et dans le milieu des hommes de pouvoir par d'un homme. Je ne connais pas l'implication de ma mère, paix à son âme, maman Rosette, mais là je te parle là de Jean Ngakam et tonton Ernest Boutchouan. Moi j'investigue. Je vais vous donner beaucoup plus de détails dans cette affaire. Dans la prochaine publication, nous allons donc parler de l'affaire Trinity Defense Group. La première affaire qui conduit Joseph Fouda à la police chez Mbargangele avec Mbapou. C'est une affaire de partage d'argent qui s'est mal passée et ils ont décidé donc d'arrêter le projet parce que Joseph Fouda voulait tout prendre. Cette affaire-là, ça s'appelle affaire Trinity Defense Group, une société israélienne. J'ai tous les documents jusqu'au même document qui a été froissé, j'étais même dans la poubelle. J'ai récupéré. J'ai ça. La prochaine publication, quand je rentre, c'est celle-là que je vais partager avec vous. Je voudrais donc vous donner donc la première partie de cette affaire du docteur Ngobo, en ce moment à la prison centrale de Konangui. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Je vous ai donné là un aperçu de la situation en général. Elle est en prison avec des gens qu'elle ne connaît pas. Elle n'a jamais rencontré Bafem Bapou, elle ne connaît pas Ekassi, elle ne connaît pas tous les autres, elle ne connaît pas Ngakam, elle n'a pas un problème avec le contre-amiral, mais elle est impliquée sur une affaire qui concerne le contre-amiral Ngakam. A-t-elle rencontré Ngakam un jour? Non. A-t-elle demandé quelque chose à Ngakam? Non. Il va falloir donc entendre celui qu'on appelle Hervé Macklin Kougem, lui aussi. Je reviendrai en détail qui est Macklin Kougem. Qu'est-ce qu'il a travaillé avec Ngakam? Qui est Ngakam? Moi, je suis en train de chercher pour vous servir. Et servir toute personne qui va s'intéresser à l'enquête normale de cette affaire. J'ai donc voulu très tôt ce matin échanger avec vous avant de prendre la route. Je vais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont en prison pour rien. Parce que, au vu de ce qui se passe, peut-être Ngobo a d'autres vérités que nous ne connaissons pas. Mais avec le temps, nous allons découvrir. Et c'est le travail de l'enquêteur d'aller chercher les non-dits à travers ce qui est dit. Je reprends. Dans une enquête, le travail de l'enquêteur, c'est d'aller chercher les non-dits à travers ce qui a été dit. Donc ce qui a été dit au départ, tu prends ça pour aller chercher la vérité ou bien pour conforter la vérité. Pour confronter le vrai et le faux. C'est le travail d'un vrai enquêteur. C'est le travail d'un procureur. Mais quand un procureur décide de jouer avec des faux mandats d'arrêt, vous comprenez donc ce qu'est devenu le Cameroun. Je ne sais plus si c'est à coup du roi Péto, mais en tout cas, c'est une cour qui n'a plus de chef. Mais nous allons donc nous battre pour que chacun de nous apporte sa contribution pour que ce qui arrive à ces enfants-là vous arrive.
Si ces enfants sont des escrocs, comme eux-mêmes le disent, ils doivent être punis selon la loi camerounaise. Mais mon problème ici, c'est qu'il faut chercher à comprendre que si les enfants eux-mêmes vous disent que voilà, nous avons escroqué parce qu'on donnait l'argent à tel, mais investiguez. Les Sarkozy ont été condamnés. Les ministres sont en prison. Les colonels sont en prison. Les directeurs généraux sont en prison. Mais il faut enquêter quand quelqu'un dit juste aller voler. J'ai volé avec tel. Dans un crime, dans un gang de bandits, les responsabilités sont établies, mais n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même sentence. Celui qui a tué n'a pas la même sentence que celui qui conduisait la voiture, qui vous a servi à les tuer, parce que le chauffeur là connaît qu'on va tuer. Ok, il sera condamné. Le chauffeur là ne connaît pas qu'on va tuer parce qu'on a pris en otage avec sa voiture, on a dit dirige-nous à tel endroit. Il ne sera pas condamné. C'est lui qui a gardé l'argent, c'est lui qui a vendu la mèche, c'est lui qui dans la boîte a dit où était gardé l'argent. Parfois quand on braque dans une banque, c'est avec la complicité des personnes qui travaillent à la banque. Donc c'est le travail minutieux des enquêteurs qui doivent aller des écoutes téléphoniques, qui doivent aller des messages en messagerie, qui doivent aller des échanges avec toute personne, l'enquête du voisinage, l'enquête des partenaires, l'enquête de toutes ces ceux qui sont impliqués, l'enquête sur la personne même, l'enquête sur des propos, l'enquête sur des mouvements des comptes. On a déposé l'argent à tel endroit, on va enquêter. Qui a déposé l'argent? Quand les caméras ont vu qui est venu déposer l'argent, ils étaient habillés comment? Ils étaient en chaise roulante, ils marchaient tous les deux, ils étaient en voiture, quel était le numéro de voiture? Parce qu'on peut rattraper tout ça avec les caméras, on peut zoomer, on cherche à savoir. Parce que M. Pafemba, pour lui, là, ça. C'est un gars qui a été extrêmement intelligent. Depuis plusieurs années, tout ce qu'il a fait avec le faux contre-amiral et le vrai contre-amiral, lui l'a enregistré. Mais tout ça est mis à la disposition des enquêteurs. Les caméras de sa maison, les téléphones, les ordinateurs, les écoutes téléphoniques, les listings téléphoniques, les comptes bancaires, les numéros de portable, faire la jonction, faire les liens pour pouvoir établir la vérité, pour donner une certaine hauteur à nos enquêteurs et à leur capacité de découvrir la vérité. Parfois, pour faire certaines enquêtes, on va chercher des enquêteurs dans certains pays par leurs compétences. Il y a plusieurs fois, le FBI a été sollicité. Mais qui va solliciter les enquêteurs de chez nous? Ce sont des enquêteurs qui ont le derrière percé comme les Ndongo, qui ne sont pas capables de dire la vérité. Pour l'intérêt même de la sécurité du Cameroun. On ne peut pas protéger le président. Donc, si le contre-amiral lui-même va voir des gens et qui ont donné de l'argent, on dit voilà, dites que Mbapou est proche des milieux sécuritaires. Il est en train de nous rendre un service que vous ne pouvez même pas imaginer. Milieu sécuritaire, comment quelqu'un en plein Yaoundé peut-il opérer pendant 10 ans, connu de toutes les personnalités hautes de notre pays, qui ne sont pas arrêtés, alors qu'il travaille tout seul? Non, c'est impossible. Mbapou travaille avec tous ces gens-là. Mais personne ne veut pour le moment assumer la responsabilité. Malheureusement pour vous, le Cameroun ne produit pas les lignes téléphoniques. Les communications du Cameroun, on peut les capter. Et on les a donc captés. On se rend compte que Mbapou connaît Haïti, Mbapou connaît pas mal de personnes qui connaissent aussi le président de la République. Mbapou connaît tout ce monde-là. Mbapou connaît Mbarga, le procureur des ECA, qui a aussi le même numéro du contre-amiral. Si c'est un faux contre-amiral, ça veut dire que ce faux contre-amiral est puissant et qui donne les instructions au vrai contre-amiral. Non, les gars, nous allons danser sur ce sujet. J'aime bien cette affaire. Ça va découvrir pourquoi est-ce que certaines personnes sont emprisonnées illégalement. Parce que quelqu'un s'est assis, tu connais qui je suis, on te jette en prison. Mais ceux qui font ce travail-là finiront par payer un jour. Et payer très cher, détruire des vies. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Ici, je ne fais pas la justice. Je ne juge personne. Ici, j'essaie un peu d'établir les faits. Et je présente à votre disposition, je les mets à votre disposition pour que ça apporte un début de réponse et que chacun commence à y penser de son côté, qu'est-ce qu'il peut apporter et qu'est-ce qui s'est réellement passé.
Je ne juge personne ici, je n'accuse personne. Je mets sur place les éléments qui permettent à chacun de s'expliquer. Parce que moi, je suis concerné. C'est moi qui dénonce cette affaire depuis 10 ans ici. J'ai envoyé des messages personnels dans mon téléphone à monsieur le contre-amiral. J'ai envoyé personnellement. Je lui ai demandé de publier tous mes voices et des vidéos que je lui ai envoyées. Cette affaire-là depuis pratiquement 2019. Les disons, papa, cher camarade, cher officier supérieur, grand frère, ces comportements-là ne t'honoreront jamais. Le jour où ça va exploser, ça ne fera pas du bien à la République du Cameroun, ça ne fera pas du bien à notre armée. Moi, Patrice Nouma, je lui ai envoyé ça. Je demande donc qu'il donne ça à ces journaleux, qu'il envoie partout là, parce que vous serez obligé un jour de publier ça de gré ou de force. Vous serez obligé un jour de publier tout ce qui a été dit par moi et toutes les contre-vérités que vous avez pu publier sur d'autres personnes dans ce pays-là. On ne peut pas fonctionner comme ça. Croyant que quand vous avez publié des gens, vous prenez le docteur Ngobo, vous publiez comme ça, sans aller dans le fond. Vous avez gagné le procès. Non, monsieur. La vérité, c'est comme les fesses. Vous publiez quelqu'un qui a les armes, qui est proche des milieux sécuritaires. Vous venez dire qu'il a une arme. Mais dites aussi que, précisez, cette arme qu'il a là, il a l'autorisation de port d'arme. Vous ne pouvez pas arrêter le docteur Ngobo. Vous la mettez en prison. Avec multiples motifs dont aucun ne correspond à son incarcération. Mais il faut être même le b.a.-ba d'un gendarme qui sort de l'école, élève gendarme. Pour interpeller quelqu'un, que faut-il? Comment interpelle-t-on une personne? Y a-t-il un flagrant délit? A-t-elle tué quelqu'un? Est-elle détentrice de je ne sais pas de quoi? Mais vous convoquez. Ou alors, si c'est très sérieux, prenez cette personne, mettez la personne sur écoute, sur ordre de la justice. Vous écoutez ces transactions. Que dit cette personne? Avant de l'arrêter. Vous discréditez toute une fonction, toute une institution, en allant arrêter cette femme-là, avec multiples motifs. À la fin, on se retrouve sans rien. Je n'ai pas dit ici qu'elle n'est coupable de rien. Je ne dis pas ça. Parce que je ne connais pas. Mais je dis la procédure qui a été mise sur pied pour l'interpeller a été très mal faite. Il faut qu'on nous explique pourquoi cette femme a été arrêtée alors qu'elle donne le cours. Elle est fonctionnaire. Elle est connue. Elle est mariée. Mère d'enfants. Femme au foyer. Elle a une fonction à la présidence. Mais convoquez-la. Si vous ne voulez pas la convoquer pour attirer l'attention, mettez-la sur écoute, mettez-la sur surveillance. Vous essayez un peu de voir comment elle fonctionne. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on l'a arrêtée? Vous n'avez aucun document. Elle vous dit, allons au ministère de la Justice. Là où j'ai déposé le dossier, vous n'y allez pas. Vous m'interpellez pour une dette. Il s'avère que je n'ai pas de problème avec Mbonjo, lui Valentin. Vous me parlez, vous l'interpellez sur l'affaire du contre-amiral. Elle ne connaît pas Mbapou, elle ne connaît pas Ekassi, elle ne connaît même pas le contre-amiral. Elle n'a aucun problème avec lui. Vous l'interpellez sur une affaire qui concerne Motogo. Motogo, leur seul lien ensemble avec cette dame, ils sont tous des enseignants dans une école militaire. Ils donnent tous des cours là-bas. Alors, si vous reprochez quelque chose à Motogo, mais vous connaissez où Motogo habite? Motogo a une famille, il a des enfants. C'est un officier supérieur. Convoquez Motogo. Entendez-le. Enquêtez sur lui. Ou convoquez-le. Mais qui suis-je pour vous dire qui est Motogo? Je ne suis pas sa femme. Nous travaillons ensemble. Là encore, vous avez échoué. Alors, quelle est la conclusion de ce que je veux dire ici? Je veux dire ici que dans cette affaire, on veut cacher le réel problème en jetant les enfants en prison. Pour le faire taire. Mais je dis ici, pour faire taire cette affaire, voici le secret que je vais vous donner. Écoutez-moi très bien. Pour faire taire cette affaire, il faut tuer rapidement, éliminer physiquement Mbapou. Il faut éliminer physiquement Alain Ekassi. Il faut éliminer physiquement Ngakam lui-même. Il faut éliminer Savom. Il faut éliminer Otulu. Il faut éliminer Ndongo. Il faut éliminer Bissé. Il faut éliminer So. So, c'est celui par qui Mbapou donne de l'argent qui lui est pas à la demande du contre-amiral. Almami So, il est au Sénégal. C'est un Guinéen. Sa mère est sénégalaise. Il vivait au Cameroun. Sa femme
Nkoro Chang, il faut aussi l'éliminer. Il faut l'effacer. Et maintenant, après avoir effacé tous ces gens-là, y compris Motogo, vous tuez aussi le colonel Aïssi. Vous éliminez aussi le colonel Mbankui. Et enfin, vous venez prendre dans la vie de celui-là même qui a les 80% des dossiers de cette affaire. Son nom, Patrice Nouma. Et quand vous avez éliminé Patrice Nouma, vous éliminez aussi partout où il a gardé ses dossiers. En ce moment-là, vous pouvez commencer à penser que l'affaire va se taire, va se calmer. Parce qu'un gars comme le maire de Nkonsamba, Samen, il ne pourra pas parler parce qu'il aura peur de mourir. Peut-être le colonel Fouda dont je vous ai parlé, peut-être il ne dira rien, il va se dire que voilà, les autres sont déjà morts, bon, je suis déjà à la retraite, je n'en parle pas. À partir de là, vous pouvez penser que l'affaire peut disparaître. Mais malheureusement, ça ne peut pas arriver. Tout ce monde-là ne peut pas mourir le même jour. Et Fouda ne peut pas tuer tout ce monde-là, et il ne peut pas mettre tout ce monde-là en prison. Même pas moi. Il faut qu'il oublie ça. Donc la vérité se dira à partir d'ici. Si Paul Biya ne fera rien, même la justice internationale fera quelque chose. Si la justice internationale, en attendant qu'elle agisse, ne fait rien, la justice divine agira comme elle a agi avec Martin Bellinguer Boutou. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Alors ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et je suis convaincu, vous donnerez alors à notre pays ses lettres de noblesse. Faire de lui la capitale du paradis, ce qui a toujours été le rêve de nos parents, de nos dévanciers, de nos ancêtres. J'en suis convaincu. Je vous sais capable. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je serai des vôtres et de votre côté et à vos côtés. Pour qu'ensemble nous menions ce combat jusqu'à son terme. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.